Donc il y a un problème majeur qui est que l'institution ne peut pas reconnaître qu'elle s'est trompée à partir du moment où la sanction qui a été prononcée est si définitive que ça s'appelle la mort. « 28 juillet 76. Christian Ranucci est guillotiné en pleine nuit à la prison des Baumettes. Accusé de l'enlèvement et du meurtre d'une enfant, il a été condamné dans une atmosphère d'hystérie et de vengeance. C'était une scène révolutionnaire, quoi. J'ai vu la foule sanguinaire. Pour beaucoup, Ranucci est devenu le symbole de l'erreur judiciaire. Plus de 40 ans après sa mort, certains se battent encore pour le réhabiliter. L'institution a beaucoup de mal à considérer qu'elle s'est trompée, particulièrement quand il y a un homme qui a été guillotiné. L'affaire Ranucci, c'est aussi la descente aux enfers de la famille de la victime, les Rambla. Une famille inconsolable qui a subi toutes les remises en cause, avant d'être de nouveau frappée par l'horreur. Avec Imen Gouali, nous avons décidé de retrouver les protagonistes de cette affaire et d'analyser avec eux les conséquences et les répercussions de ce dossier hors norme. « 4h13 ce matin à la prison des Baumettes de Marseille, Christian Ranucci a été guillotiné. Il avait 22 ans. C'est la première exécution capitale en France depuis l'arrivée au pouvoir de Valéry Giscard d'Estaing. Tout commence le 3 juin 1974. Ce lundi après-midi de Pentecôte, Pierre Rambla pousse la porte de l'hôtel de police de Marseille. Sa fille de 8 ans, Marie-Dolores, a disparu depuis plusieurs heures. La fillette jouait au pied de son immeuble avec son petit frère Jean-Baptiste, quand un homme brun est descendu de sa voiture et s'est approché des deux enfants. C'est ce que raconte le petit garçon de 6 ans aux gendarmes et aux journalistes. Il m'a appelé avec ma soeur. Après, il a dit que je cherche le chien. Il avait perdu son chien? Oui. Après, il a dit que je passe par là-bas et ma soeur le reste là. Quand le monsieur dit « je pars de ce côté avec ta grande sœur, toi tu vas faire le tour de l'immeuble avec tout seul pour chercher le chien, on se retrouvera de l'autre côté », le petit garçon s'en va. Ce serait donc cet homme qui aurait enlevé Marie-Dolores. Pressé de questions, Jean-Baptiste confie un autre détail. On lui a surtout demandé quelle voiture avait ce monsieur. Et à ce moment-là, il nous a dit il avait une Simca gris métallisé. Le ravisseur serait donc un homme jeune, aux cheveux noirs, qui conduit une Simca 1100 grise. Ça, Jean-Baptiste qui adore les voitures en est sûr. Dès le lendemain de la disparition de Marie-Dolores, la police se met à sa recherche dans toute la ville. Aucune trace de la fillette. La disparition de la petite Rambla fait les gros titres. Les policiers lancent alors un appel à témoins. Très vite, un homme, Vincent Martinez, les appelle. La veille, il a eu un accident de la route à 20 km de Marseille. Un accident qui a peut-être un lien avec l'enlèvement. Arrivé au carrefour de la Pomme, il a été percuté par un coupé 304 Peugeot gris métallisé qui a pris la fuite. Il pense avoir le numéro d'immatriculation, mais il n'est pas sûr. Un couple arrivé sur place a pris le fuyard en chasse. Alain et Aline Aubert ont repéré le coupé 1 kilomètre plus loin, garé sur le bas-côté, vide.
Ils ont vu le chauffard grimper dans la colline. Monsieur Aubert relève le numéro du coupé Peugeot, nous dit-il, et le rapporte donc à Vincent Martinez. Monsieur Martinez est allé porter plainte à la gendarmerie. Il a précisé que le chauffard paraissait seul à bord. Mais maintenant qu'il a entendu parler de l'enlèvement de Marie-Dolorès, il se demande si un enfant n'était pas dans la voiture du chauffard. Les gendarmes contactent les témoins de l'accident, Alain et Aline Aubert. Eux aussi modifient leur déclaration. Ils se rappellent maintenant que le fuyard qu'ils ont aperçu dans la colline portait un paquet volumineux. Le 5 juin, le témoignage Aubert évolue. Le paquet volumineux, assez volumineux, devient un enfant portant un short blanc ou une culotte blanche. Un paquet ou un enfant ? Les gendarmes se rendent au carrefour de la Pomme. Après 2 heures de fouille, ils découvrent le corps d'une fillette cachée dans un fourré. L'enfant a été poignardé. Reste à vérifier s'il s'agit bien de Marie-Dolorès. On amène le père, encadré par des policiers, qui va jusqu'au bosquet. Et puis on entend des hurlements inhumains, quoi. Et les policiers ont été obligés de le ramener en le soutenant jusqu'à leur voiture. La mort de Marie-Dolorès bouleverse toute la ville. La scène de crime et ses environs sont ratissés à la recherche d'indices. Dans une champignonnière voisine, les policiers découvrent un pullover rouge, un vêtement qu'ils placent sous scellé. Retrouver le chauffeur qui a pris la fuite est la priorité. C'est peut-être bien lui qui a enlevé et tué la petite. Grâce à l'immatriculation relevée par les époux Aubert, la police identifie rapidement sa voiture. Il s'appelle Christian Ranucci, il a 20 ans. L'homme est interpellé à Nice et transporté au commissariat de police de Marseille. On voit arriver un jeune homme qui présente assez bien, il n'est pas un marginal, c'est clair. Christian Ranucci reconnaît sans peine l'accident, mais il nie farouchement le meurtre. La nuit passe, et malgré la pression des policiers, il ne fléchit pas. On sent quand même une tension qui monte, on sent une certaine angoisse qui monte aussi chez les policiers, parce que la garde à vue est en train de courir, mais ils ont une carte maîtresse. Cette carte, ce sont les époux Aubert. Le couple est convoqué et confronté à Christian Ranucci. Madame Aubert s'adresse à Ranucci en lui parlant dans les yeux. C'est vous. Et Ranucci, là, va vaciller. Après 4 heures d'interrogatoire, il a finalement consenti à avouer la vérité, à savoir qu'il était bien l'auteur du meurtre de la petite fille. Christian Ranucci a signé des aveux complets. Il a reconnu avoir enlevé et tué Marie-Dolorès à coups de couteau. Une arme maculée de sang que les hommes du commissaire Alessandra retrouvent sur les indications de Ranucci dans un tas de fumier près de la champignonnière. Les policiers n'ont aucun doute, ils tiennent l'assassin de Marie-Dolorès. Quand la mère de Christian Ranucci, Héloïse Maton, se rend au commissariat, elle répond volontiers aux journalistes qui l'attendent et veulent tout savoir de son fils. Il travaillait déjà depuis 3 semaines dans une maison d'air conditionné. Il se plaisait beaucoup dans son travail. Il était fiancé, pas du tout, mais il avait pas mal de relations, garçon et fille. Il n'était jamais seul, pour ainsi dire. Et il sortait le soir, il allait danser. Quelquefois, oui. Raisonnablement. Pour vous, c'était un fils attentionné? Très, madame. Héloïse Maton confie la défense de son fils à l'un des ténors du barreau marseillais, Paul Lombard. Parmi ses collaborateurs, un jeune avocat de 25 ans,
Jean-François Le Forcenet. Ce qui, moi, m'intrigue sur le moment, c'est que Ranucci ne remet pas en cause sa culpabilité. Il continue à avouer ce crime, mais il y a des pièces du puzzle qui ne rentrent pas, si vous voulez. Il y a des points de fait qui nous paraissent surprenants, à commencer par les témoins de l'enlèvement qui ne s'accordent pas sur la marque de la voiture de Ranucci. Le petit Jean-Baptiste, le frère de Marie-Dolores, ne reconnaît pas le coupé 304 de Ranucci. Il est certain d'avoir vu une Simca 1100 et il n'est pas le seul. Un autre témoin, un voisin, M. Spinelli, a assisté à l'enlèvement. M. Spinelli est garagiste, donc il dit, moi, je ne confonds pas les marques de voitures, c'est une Simca, bon, j'ai vu une Simca. Plus ennuyeux encore pour les policiers, ni Jean-Baptiste ni le garagiste ne reconnaissent Christian Ranucci. Moins de 3 semaines après le drame, la juge d'instruction organise une reconstitution. Elle convoque les principaux témoins à charge, les époux Aubert. On n'a jamais pu les faire démordre de la description qu'ils ont donnée d'un Ranucci sortant de sa voiture par sa portière. La portière, elle est coincée. Madame Aubert n'a jamais voulu admettre que cette portière ne soit pas coincée. Des incohérences sur lesquelles la juge d'instruction n'a pas l'intention de s'attarder. Elle dit, bon, ben, on ne va pas rester 2 heures à savoir si la portière s'ouvre ou pas. On va aller à l'essentiel, on va grimper dans la colline et vous allez nous montrer où est-ce que vous l'avez tué et comment vous l'avez tué. Mais au moment de mimer le meurtre, Christian Ranucci s'effondre. Il explique qu'il a tout oublié. Quelque chose s'est cassé, quoi. Il s'est mis à hurler, à pleurer. Il a dit non, je peux pas faire ça. 3 experts psychiatres sont nommés pour examiner Christian Ranucci. Les 3 médecins sont formels, le suspect simule son amnésie. Dès lors, la conviction de la juge est faite. Après une petite enquête, elle clôt l'instruction sans prendre la peine d'entendre ni le garagiste ni le petit frère de Marie-Dolores, alors qu'ils sont les seuls témoins de l'enlèvement et qu'ils n'ont pas reconnu Ranucci. Mars 1976, Christian Ranucci comparaît pour enlèvement et meurtre devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Il risque la peine de mort. Ses avocats vont tout faire pour sauver sa tête, dans un contexte extrêmement tendu. Quelques semaines plus tôt, un fait divers a marqué la France. L'affaire Patrick Henry, l'assassin d'un petit garçon de 7 ans, Philippe Bertrand. L'indignation suscitée par ce crime crapuleux s'invite au procès de Christian Ranucci. Geneviève Donadini, vous êtes la seule femme de ce jury. Quelle impression vous fait Christian Ranucci quand il entre dans le box de la cour d'assises? Mais écoutez, je crois qu'il y a un seul mot qui peut le caractériser, c'est arrogant. Il était arrogant. Il a un costume bleu criard, mais vraiment un bleu criard, avec un soupul blanc, et sur le soupul blanc, une croix, une grande croix. C'était un peu choquant. Une impression largement partagée par la salle. D'autant que Christian Ranucci se dit désormais innocent. Il est persuadé que les débats vont le prouver. Pourtant, les témoins à charge l'accablent. Monsieur Martinez, l'automobiliste accidenté, les époux Aubert qui l'ont désigné, le directeur d'enquête. Mais face au commissaire Alessandra, l'accusé s'énerve. Il a commencé à parler de matraque, de je sais pas quoi, de passage à tabac. Pendant le procès, il nous a échappé. On était accablés, on se disait on va jamais sortir de ce truc-là, quoi. La défense a pourtant un témoignage capital qui pourrait bien innocenter Christian Ranucci. Une femme,
Janine Mattei raconte une histoire troublante. Quelques jours avant le meurtre de Marie-Dolores, sa fille et l'une de ses copines ont été importunées par un inconnu qui disait avoir perdu son chien noir. Il conduisait une Simca en sang et portait un pullover rouge. Ce pullover rouge, on le voit surgir comme ça. Il prend petit à petit de l'importance parce que la Simca, le stratagème utilisé par le ravisseur, qui est de dire « aide-moi à chercher un chien que j'ai égaré », etc., c'est un modus operandi qui a un peu d'originalité quand même. Exactement comme pour l'enlèvement de Marie-Dolores. Cet homme au pullover rouge ne peut pas être Christian Ranucci. Le jour où la fille de Janine Mattei a été abordée par cet inconnu à Marseille, l'accusé, lui, était à Nice. Il travaillait. Pourtant, à la barre, Janine Mattei ne convainc pas. Il faut lui arracher son témoignage. Il ne vient pas spontanément. Elle rame, comme on dit, pour apporter son témoignage. Donc on a l'impression que elle se force un peu à témoigner. C'est un témoignage qui semblait un petit peu le témoignage de dernière heure. Cette dame, elle était très courageuse de venir comme ça témoigner dans ce procès-là. Face à d'autres témoins, elle n'a pas fait le poids. Hein. Quels autres témoins ont eu, selon vous, plus de poids ? Monsieur et Madame Aubert, par exemple. Votre intime conviction est déjà faite à ce moment-là ? Ce que je peux vous dire, c'est que mon intime conviction, lors de ces 2 jours de procès, parce qu'il faut bien dire aussi qu'il n'a duré que 2 jours, elle a changé toutes les 5 minutes, suivant qui j'entendais. Parce que les témoins, on n'a pas de raison de ne pas leur faire confiance. Les avocats parlent très bien, les magistrats aussi. Donc, voilà, elle a changé toutes les 5 minutes, mon intime conviction. Gilbert Collard, l'avocat des parents de Marie-Dolores, prend la parole en premier. Il surprend tout le monde. J'ai tout fait pour éviter l'exécution capitale. J'ai même, à un moment donné, interpellé Christian Ranucci en lui disant « Dites la vérité, vous êtes sauvé », parce que finalement, ce qu'il a fait condamner, c'est son mensonge, son entêtement dans le mensonge. J'ai conclu ma plaidoirie en disant que je voulais que, au moins, un homme n'oublie pas Maria Dolores et que cet homme, c'était Christian Ranucci, pour qu'il continue à être celui qu'il avait tué et qu'il subisse la peine. À l'issue des débats, que retenez-vous de l'attitude de Christian Ranucci ? C'est le fils de sa mère, quoi. Elle était là dans la salle, elle vêtue de noir aussi, avec un crucifix autour du cou, et on sentait bien que son seul spectateur, qu'il ne fallait pas décevoir, c'était sa mère. Je pense que si elle n'avait pas été dans la salle d'audience, il aurait peut-être avoué. Vous n'avez jamais douté de la culpabilité de Christian Ranucci ? Franchement, jamais. L'avocat général est lui aussi convaincu de sa culpabilité. Il réclame la peine capitale au nom de la société. Je trouve presque dans l'obligation de recueillir la peine de mort pour la famille, pour la petite et pour l'opinion publique. De quoi j'aurais eu l'air, moi, si j'avais demandé 15 jours de prison avec sursis ? Il aurait pu se tourner vers les parents, leur demander pardon. Enfin, il l'avait tuée, cette petite. Il est resté complètement froid. Ben, ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu, ça m'a surtout pas ému. J'aurais voulu être ému, moi aussi. Je ne l'ai pas été. Pas du tout. Les avocats de Christian Ranucci n'ont plus que quelques heures pour éviter la mort à leurs clients. S'il faut faire payer à quelqu'un le culot de plaider qu'on est innocent lorsqu'on l'est vraiment, ça c'est plus de la justice, c'est du règlement de compte. Geneviève Donadini,
Durant ces 2 jours d'audience, quel est le moment qui vous a le plus marqué? C'est lorsqu'on a fait circuler parmi les jurés les photos de la petite fille massacrée, le couteau, la petite chaussure pleine de sang. Ça m'a énormément marqué. Ensuite, les parents, quoi. Le papa qui était là, qui était donc complètement sous sa douleur énorme, la maman de Ranucci. Donc ça, c'est des moments très forts, surtout qu'il faut se rappeler que à l'époque, j'avais 35 ans, une petite fille de l'âge de la victime. Tout ça, forcément, c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué. Qu'avez-vous en tête lorsque vous vous retirez pour délibérer? Vous savez, la peine de mort, il y a les pour et il y a les contre. Mais lorsque vous êtes face à un jeune, il avait que 22 ans, qu'on vous a donné le droit de lui trancher la tête, c'est quand même quelque chose de terrible. Mais en même temps, vous avez une petite fille qui a été assassinée. Donc, c'est un dilemme. « 20h30. Christian Ranucci est déclaré coupable de l'enlèvement et du meurtre de Marie Dolores. Aucune circonstance atténuante ne lui est accordée. Christian Ranucci est condamné à la peine de mort. Il dit ils sont fous. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit. Il a dit ils sont fous. Et il était furieux. Je pense que là, il prend conscience. Gilbert Collard, quelle est la réaction de vos clients, les parents de Marie Dolores, à l'énoncé du verdict? L'honnêteté m'oblige à dire que lorsqu'ils ont entendu que Christian Ranucci était condamné à mort, ils ont été, non pas satisfaits, ce serait un mot absolument inapproprié. Mais, oui, osons le dire, leur fille était vengée. Comment réagit la salle? Oh là là, ça a été horrible, les applaudissements, des cris de joie. Moi, je me suis fait casser la gueule à la sortie. Hein. Je n'avais pas demandé la peine de mort. Et puis là, je me suis retrouvé insulté par des mégères, les vraies tricoteuses, quoi. Hein, bon, on m'a arraché les pitoches. Heureusement, c'est de la peau de lapin. Hein. Bon, c'est pas de l'hermine, donc je n'ai pas fait un drame. Hein. Puis voilà, bon, c'était une scène révolutionnaire, quoi. J'ai vu la foule sanguinaire, voilà. Ah, moi, je pleurais. Moi, je pleurais. Et je me suis enfuie de ce tribunal. Donc, j'ai pris ma voiture et je suis partie très rapidement. Ce que je venais de vivre, c'était quand même un drame. On avait 2 morts dans cette affaire-là. On savait qu'il y avait eu ce crime-là. Mais en fait, on n'a jamais su pourquoi il avait eu lieu. Et on n'a pas cherché à savoir pourquoi il y avait eu ce crime. En 1976, il n'y a pas d'appel possible des verdicts de cour d'assises. Christian Ranucci tente alors un recours devant la Cour de cassation. Mais 3 mois plus tard, la plus haute juridiction de France rejette son pourvoi. Il ne lui reste plus qu'un seul espoir, la grâce présidentielle. Il avait lu, Giscard avait dit qu'il y avait une aversion pour la peine de mort, etc., etc. Ah non, mais il s'attendait à être gracié. Hein. Il s'attendait à être gracié, bien sûr. Mais au moment où le président étudie la demande de grâce de Ranucci, un nouveau fait divers émeut la France. Un petit garçon de 6 ans vient d'être enlevé et tué à quelques kilomètres de Toulon. Une fois encore, l'opinion publique déchaînée réclame la mort. La décision de l'Élysée tombe donc presque sans surprise. La grâce est refusée. Christian Ranucci sera guillotiné. L'exécution est prévue dès le lendemain, dans le plus grand secret. 4 heures du matin. En cette nuit d'été, Christian Ranucci dort encore dans sa cellule de la prison des Baumettes. Les gardiens ont ouvert, clac-clac, comme ça, et lui ont sauté dessus. Et à ce moment-là, on a frémi, parce qu'il a cru, le malheureux, qu'il était agressé. Et il a poussé un hurlement en disant « Je vais le dire à mes avocats ». Le gardien a dit « Vos avocats sont là, vos avocats sont là ».
Et il m'a regardé comme quelqu'un qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Et à partir de ce moment-là, commence un chemin abominable que d'aucuns appelleraient un chemin de croix. Christian Ranucci et ses avocats traversent la prison endormie. Des couvertures ont été installées sur le parcours pour que le bruit des pas du cortège macabre n'alerte pas les autres détenus. On fait asseoir Christian Ranucci sur un tabouret. Puis à ce moment-là, on lui offre une cigarette, on lui offre un verre d'alcool. Il prendra la cigarette, refusera l'alcool. On l'attache avec des ficelles, mais vraiment des ficelles d'emballage. Et puis après, ils l'ont amené à la guillotine. Alors, vous avez il ne peut plus marcher parce qu'il est accroché. Il le porte. On le plaque sur une planche de bois. La planche de bois bascule, avance de 30 cm. Sur la porte de la prison, le procès-verbal d'exécution. Christian Ranucci est mort à 4h13. Aujourd'hui encore, plus de 40 ans après l'exécution de Christian Ranucci, l'affaire hante toujours ses protagonistes. Geneviève Donadini, qu'avez-vous ressenti après l'exécution de Christian Ranucci? Après l'exécution, une grande tristesse, disant ben voilà quoi, oui ils l'ont tué, nous l'avons tué. C'est une responsabilité collective, je n'enlèverai pas ma responsabilité, j'y étais, c'est une responsabilité collective et c'est un meurtre qui n'a pas lavé l'autre. Hein. Ça vous a rongé pendant toutes ces années? Ah oui, moi oui. J'y ai quand même souvent pensé. Moi, je me suis enfermée dans le mutisme pendant plus de 40 ans. Vous souhaitez aujourd'hui que les jurés soient mieux accompagnés? Mieux préparés, quoique maintenant ils sont quand même mieux préparés qu'il y a 40 ans, mais surtout accompagnés après. Parce que c'est difficile de juger quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous ne savez ce qu'il a fait que parce que vous entendez, puisqu'il n'y a même pas on ne regarde pas les pièces écrites. Et quelquefois, il y a des procès qui sont très très durs encore. Et les jurés, après, ils reprennent leur voiture et repartent chez eux, quoi. Ils ont vécu quelque chose de très fort. Et je pense qu'il faudrait quand même un petit quelque chose pour les aider, pour quelqu'un à qui ils pourraient parler, sans bien sûr trahir le secret des délibérations. Un soutien psychologique? Un soutien psychologique, oui. Juste avant d'avoir la tête tranchée, Christian Ranucci a crié à ses avocats « Réhabilitez-moi ». Paul Lombard, Jean-François Le Forcenet et André Fraticelli ont essayé, sans y parvenir. Depuis leur mort, un nouvel avocat a repris le flambeau et fait des derniers mots du condamné le combat d'une vie. Maître, comment en êtes-vous venu à vous intéresser à Christian Ranucci? Ce qui me motivait, c'est évidemment l'idée d'une erreur judiciaire possible, qui à l'étude s'est révélée non seulement une erreur, mais une horreur absolue. Et je dirais, si vous voulez reprendre l'expression du juge Pierre Michel, qui a été le dernier juge d'instruction qui a clôturé le dossier, il l'a donné au substitut au procureur de la République, c'est qu'elle dit, et il a dit, c'est un dossier de merde, mais il est coupable. Bon, alors je prends la première partie. Sur la deuxième, je la prends pas et on peut en parler. Qu'est-ce qui vous a convaincu de l'innocence de Christian Ranucci? Il y a deux choses différentes. Il y a premièrement la question de savoir si on peut condamner un homme sur un tel dossier. Ça, c'est une certitude. La réponse est non. Il y a deuxième question, c'est de savoir est-ce qu'on est certain qu'il est innocent. Le petit frère de la victime, Jean Rambla, et le garagiste qui a regardé l'enlèvement et qui l'a vu, le garagiste dit c'est pas Ranucci,
Et la voiture, c'est pas une Peugeot 304, c'est une Simca 1100. Et le gosse dit, je connais pas ce type. Et la voiture, c'était une Simca 1100. Bon, alors avec ça, on envoie un type à l'échafaud. C'est un dossier qui ne tient pas la route. Personne ne l'a reconnu. Et ce n'est pas l'homme au pullover rouge. Alors là, à partir de là, si vous voulez, on sort du champ du raisonnable qui normalement aurait dû s'arrêter là, et on entre dans n'importe quoi. 3 requêtes en révision ont été successivement déposées. Ces recours ont tous été rejetés. Pourquoi ? Parce que l'institution se demande à quoi bon. Je dirais même de façon très cynique, puisqu'il est mort de toute façon. Donc il y a un problème majeur qui est que l'institution ne peut pas reconnaître qu'elle s'est trompée à partir du moment où la sanction qui a été prononcée est si définitive que ça s'appelle la mort. Pour autant, l'intérêt suscité par l'affaire Ranucci ne faiblit pas. De nouvelles pistes voient le jour. En janvier 2006, c'est cette photo prise lors du procès de Christian Ranucci qui a relancé le débat. En cause, cet homme noyé dans la foule qui affiche une certaine ressemblance avec Michel Fourniret. Le tueur en série qui passait ses étés dans la région de Marseille au cours des années 70 pourrait-il être l'assassin de Marie-Dolorès Rambla ? En comparant la photo de Fourniret avec celle de la personne qui était dans la foule du procès de Ranucci, on constate de suite qu'il y a une grosse anomalie. Que la personne qui est dans la foule a une fossette à la Kirk Douglas sur le menton, Fourniret n'en a pas. La personne qui était dans la foule au procès de Ranucci porte des lunettes de vue, Fourniret ne portera des lunettes que 10 ans après. L'homme qui est dans la foule a les sourcils qui partent comme ça et qui redescendent brutalement, Fourniret non, ils n'ont pas cette cassure, quoi. Et les vérifications effectuées, je crois que c'est le SRPJ de Reims qui a fait ces vérifications, ont prouvé que c'était pas Fourniret. 2 mois plus tard, nouveau rebondissement. Le scellé numéro 1 de l'affaire Ranucci refait surface, le fameux pullover rouge retrouvé dans la champignonnière. Le magazine Marseille l'Hebdo révèle que le vêtement n'a pas été détruit. Il est toujours au greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Peut-être pourrait-il révéler des éléments nouveaux s'il était expertisé. Cette expertise, qui est-ce qui peut la demander ? Maintenant, il n'y a plus de demandeurs vivants ayant droit de Christian Ranucci depuis le décès de sa mère. C'est donc le garde des Sceaux. C'est possible ? Dans l'intérêt de la loi. C'est possible. Ça réduit considérablement les chances de voir une telle procédure aboutir. Absolument. Quel ministre de la Justice rouvrira ce dossier brûlant ? D'autant que le scellé du pull n'a pas été conservé correctement. Il a été tellement manipulé, ce pullover rouge, qu'on va trouver une salade d'ADN. Ça va être très difficile. Si pour certains, Christian Ranucci est la victime d'une terrible erreur judiciaire, pour d'autres, il ne fait aucun doute qu'il est bien l'assassin de la petite Marie-Dolorès. Même si les preuves sont irréfutables, indiscutables, il y a toute une partie romanesque, fantasmagorique, qui fonctionnera. Hein. Ça fait partie du romanesque judiciaire. Hein. Ces remises en question, ces recours, ces polémiques ont été un fardeau supplémentaire pour la famille Rambla. Cédric Mellac, en 2008, vous avez rencontré Jean-Baptiste Rambla. Comment a-t-il grandi, cet enfant, depuis le meurtre de sa sœur, Marie-Dolorès ? C'est un enfant qui a été entravé dans sa construction, qui a grandi dans une double culpabilité. Culpabilité d'abord du survivant, hein, pourquoi elle, pourquoi pas moi. Également culpabilité autour de ce témoignage, hein, le témoignage qu'il a apporté. C'est un enfant qui a grandi dans la crainte, dans l'incertitude également, incertitude autour de cette vérité judiciaire. Sa famille a réussi à surmonter le drame qui a été la mort de Marie-Dolorès.
Ça n'est pas le cas. C'est une famille qui a été meurtrie, affectée gravement par cette situation et a fortiori par la remise en cause perpétuelle de la culpabilité de Christian Ranucci. Est-ce qu'il avait une place pour grandir, ce gamin, dans cette famille? Je crois qu'il avait une place, même si cette place était aussi dans l'ombre de cette sœur disparue. Une place dans l'ombre, une enfance tourmentée. Durant des années, les nuits de Jean-Baptiste ont été hantées par l'enlèvement et le meurtre de sa sœur. Déjà petit, on l'a gavé de médicaments? Alors, il a pu à un moment donné prendre des médicaments, en effet, consommation qui a pu se muer progressivement à l'âge adulte par une consommation de cocaïne qui visait au fond à lui permettre de gérer son affectivité. Quels sont les traits marquants de sa personnalité? C'est quelqu'un qui est impulsif, qui présente une tolérance limitée à la frustration. C'est un sujet également qui peut présenter une dépendance affective vis-à-vis de son environnement familial. Voilà, c'est cet ensemble de caractéristiques qui peut définir Jean-Baptiste Rambla. Des troubles psychologiques, un caractère impulsif, une dépendance à la drogue, le profil d'un homme fragile que ses failles ont fini par faire basculer. L'affaire Ranucci se rappelle à nos souvenirs. Le frère de la petite Marie Dolores, la fillette que Christian Ranucci était accusé d'avoir tuée, est à son tour devant les assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence depuis ce matin. Il est accusé d'avoir tué son ancienne employeuse. En juillet 2004, Christian Chalençon s'est rendu au commissariat de Marseille pour y déclarer la disparition de sa compagne, Corinne Beidel, dont il n'avait plus de nouvelles depuis plusieurs jours. Christian Chalençon, quand la disparition de Corinne est signalée, vous avez l'impression qu'on vous prend au sérieux? Non, parce qu'elle est majeure. La police m'avait dit elle a pété un câble. J'ai dit mais vous vous rendez compte si elle a pété un câble? Elle a laissé son fils, elle a laissé ses papiers, elle a laissé tout sur la table. Le seul truc qu'il m'a dit, c'est que toutes les voitures de police vont avoir son signalement, tout ça, mais bon, voilà. Et vous y avez cru, cette hypothèse? Non. Non, parce que moi, j'ai cherché dans tous les hôpitaux de la région, j'ai cherché à l'aéroport de Marignane, j'ai cherché de partout. Après 7 mois sans nouvelles, le 12 février 2005, le corps de Corinne Beidel a été découvert dans l'abri de jardin d'un des employés du couple. Cet employé, c'est Jean-Baptiste Rambla. En garde à vue, Rambla reconnaît les faits. Quand j'ai lu ça, j'ai dit c'est pas possible, c'est impossible. C'est impossible qu'on arrive à faire des trucs comme ça. Vous vous rendez compte qu'il a brûlé dans la baignoire? Il a démembré. Il a mis dans un sac. C'est incroyable, quoi. Je sais pas, je comprends pas. Vous étiez l'employeur de Jean-Baptiste Rambla? J'étais l'employeur de Jean-Baptiste. C'était à cause de son papa. Il me faisait vraiment de la peine, son père. Vraiment, il me faisait de la peine. Il me dit, tu veux pas embaucher mon fils? J'ai fait, écoute, dis-moi ce qui est. Il me dit, il fera tout ce que tu veux, tout ça. J'ai dit, écoute, envoie-le, on verra bien. Et puis voilà, quoi. Quand vous avez su que c'était Jean-Baptiste Rambla, vous connaissiez Tu y crois pas. Tu y crois pas. Tu t'es dit, attends, c'est pas possible. Il venait me demander, mais où en est l'enquête, tout ça, est-ce qu'on n'a pas retrouvé, tout ça. Quand tu sais ce qu'il a fait, après, tu te dis, c'est vraiment un tordu, quoi. Cédric Mellac, vous rencontrez Jean-Baptiste Rambla avant le procès. Qu'est-ce qu'il vous raconte du passage à l'acte? Il évoque une discussion, un conflit qui aurait dérapé avec cette femme, Madame Beidel. Il en vient à commettre l'irréparable en étranglant cette femme. Quelle interprétation vous faites de son geste?
Alors, il s'agit assurément d'un passage à l'acte non prémédité qui aurait été commis dans un contexte dit paroxystique, c'est-à-dire un pétage de plomb, pour le dire en des termes simples. Est-ce qu'il regrette ? Il affiche des regrets. J'ai tout lieu de considérer que ces regrets sont relativement investis. Ce ne sont pas des regrets fins. Le procès de Jean-Baptiste Rambla pour le meurtre de Corinne Baidel s'ouvre 4 ans après les faits. Dans la salle, ses parents sont là pour le soutenir. Ils ne comprennent pas son geste. Jamais il a parlé que ce soit ni à moi, ni à ma femme, ni à personne. Dans les écoles, partout, il était mal vu, mon petit. Et voilà, nous sommes arrivés maintenant, nous sommes arrivés à la catastrophe. Les médias sont venus en nombre pour suivre ce qu'ils appellent déjà la malédiction des Rambla. Roland Mailly, vous étiez avocat général lors de ce procès. Quelle impression vous fait l'accusé Jean-Baptiste Rambla ? J'avais affaire à un homme qui se présentait banalement, normalement, pas particulièrement accablé par ce qui lui était reproché, mais sans insolence particulière. J'avais affaire au meurtrier, j'ai envie de dire, sinistrement banal. Pour vous qui êtes un habitué des prétoires, est-ce que ce procès est exceptionnel ? Oui, ce procès avait incontestablement une saveur particulière. On attendait l'évocation de la personnalité de l'accusé au travers de ce qu'il avait pu vivre lorsqu'il était tout petit, très jeune enfant en tout cas. Donc ce traumatisme Ranucci, entre guillemets, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. On est obligé de prendre en compte ce traumatisme Ranucci. Cela fait partie de la personnalité de celui que l'on juge. Mais une petite enfance marquée par une violence extrême, l'assassinat de sa sœur, ne conduit pas nécessairement à l'assassinat de son employeur. On parle beaucoup de Christian Ranucci à ce procès. Exactement. On ne parlait que de lui. J'ai dit, mais attendez, on s'occupe de Corinne, là ? Est-ce qu'on s'en occupe ? Tu t'occupes pas ? M'a demandé à moi ce que je ressentais. Me dites Ranucci, mais moi je m'emballais les trucs de Ranucci. Il s'est fait guillotiner à 40 ans. Roland Mailly, vous êtes avocat général au procès. Quelle peine demandez-vous à l'encontre de Jean-Baptiste Rambla ? Il faut savoir que l'homicide volontaire, la peine maximum encourue est 30 années de réclusion criminelle. J'ai requis 20 ans de réclusion criminelle, ça me paraissait une peine équilibrée. Après 2 heures de délibéré, Jean-Baptiste Rambla est condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Et pour en dire ce qu'ils veulent, c'était déjà jugé. Parce que c'était le petit Rambla. Il avait 5 ans quand sa sœur a disparu, voilà. Non, attendez, vous rendez compte, c'est pas, vous tuez quelqu'un, vous le démembrez, vous le brûlez. Attendez, mais c'est pas normal, ça. Il fallait qu'il ait de la prison incompressible. Je pense tous les jours à Corinne. Tous les jours qui passent, je pense à Corinne. Je sais qu'elle est au cimetière à Saint-Pierre et tous les jours je passe devant le cimetière et je pense à elle. J'ai une petite pensée pour Corinne. Voilà. C'est une fille magnifique, une femme magnifique, gentille et tout ça. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Après 11 années de prison, Jean-Baptiste Rambla obtient une libération conditionnelle. À sa sortie, il s'installe à Toulouse, suit une formation de couvreur et se rend régulièrement dans un centre médico-psychologique. En juillet 2017, moins d'1 an après sa sortie, Rambla fait de nouveau la une des journaux. Il aurait tué. Encore. La victime s'appelle Cynthia Lunimbu. Elle avait 21 ans.
Alberto Lunimbu, vous êtes le papa de Cynthia. C'était votre fille unique? Oui, c'est une fille adorable, une fille gentille, une fille qui aimait vivre. Une fille qui avait de l'avenir devant elle, qui voyait l'avenir en rose. Alors, mais bon... Elle venait d'emménager seule? Oui, parce qu'elle a trouvé un job. Bon, elle était majeure. Elle venait d'aménager seule, c'était encourageant, mais je l'ai fréquentée régulièrement. Le 27 juillet 2017? Oui. Justement, vous appelez la police? Pourquoi? J'appelle la police parce que je ne voyais plus ma fille, en fait. Ça fait 4 jours, je ne les vois pas. Je suis devant sa porte, je trouve la porte fermée, et puis il y a la poubelle qui était dehors là. Bon, j'étais inquiet, c'est pourquoi j'ai appelé la police. Les policiers m'ont dit d'appeler les pompiers, et puis ils ont entré par les voisins. C'est comme ça qu'ils m'ont venu annoncer la nouvelle. C'est une scène d'horreur. Une jeune femme de 21 ans qui est quasiment décapitée et qui est lardée de coups de cutter. Voilà ce qu'il voit. Une scène qui est d'une extrême violence, voire d'une extrême cruauté. C'est rare, la décapitation. J'ai pris le coup de fil de la police. Elle m'a appelé pour dire que Cynthia, il est mort. Moi, j'ai dit quoi? Il est mort de quoi? Elle m'a dit il était assassiné. Quand j'ai entendu comme ça, j'ai tombé par terre. Ça a été ma vie et la mort pour moi. Parce que c'est ma fille unique. C'est ma fille unique. Moi, j'ai dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'enquête est confiée au SRPJ de Toulouse. Les policiers doivent avant tout déterminer à quel moment Cynthia a été tuée. À quelques heures près, 5 à 6 jours avant la découverte du corps, et par conséquent les faits, vraisemblablement, sont du 21 juillet 2017. Que donne l'enquête sur ce crime? Les choses vont très vite, puisque l'on retrouve des empreintes génétiques qui sont identifiées à celles d'un homme qui non seulement est connu des services de justice, mais qui vient de bénéficier d'une libération conditionnelle après avoir été condamné dans une affaire de meurtre. L'identification est facile parce que l'homme est fiché au fichier des empreintes génétiques. Le fichier livre rapidement un nom, Jean-Baptiste Rambla. Moins de 2 semaines après la découverte du corps de Cynthia, Rambla est interpellé et placé en garde à vue. Maître Frédéric David, comment se déroule cette garde à vue de Jean-Baptiste Rambla? Monsieur Rambla, dans les premiers instants, ne dit rien. S'acharne même à contester les éléments qui sont mis à sa charge. Jusqu'à ce que il y ait les preuves matérielles intangibles relatives à l'ADN qu'on retrouve sur différents endroits de l'appartement. À partir de là, il reconnaît sa culpabilité. Quelle version va-t-il donner aux policiers? Il est rentré dans cet immeuble au hasard. Il aurait accédé à un étage, tapé une première porte, personne ne lui a répondu, et il aurait tapé à la porte suivante, du même étage, et c'est là où cette jeune fille lui ouvre et qui a un déferlement de violence totalement inouï. Pourquoi cette jeune fille? L'enquête n'a jamais démontré qu'il avait pu croiser, rencontrer, discuter avec cette victime. Lui-même expliquant que c'est au hasard qu'il s'adresse à cette porte. D'ailleurs, parce que la porte précédente, personne n'avait répondu. Jean-Baptiste Rambla est mis en examen pour meurtre en récidive et placé en détention. 4 mois après son incarcération, il est présenté à la juge d'instruction et tente désormais de justifier son crime.
Rambla explique avoir été agressé par un couple la veille du meurtre. La femme ressemblait à la silhouette de Cynthia qu'il aurait aperçue à sa fenêtre. Au regard du fait qu'il est sous l'emprise de produits stupéfiants en ce moment-là, son sang n'aurait fait qu'un tour, il serait rentré dans cet immeuble. Est-ce qu'il exprime des regrets ? C'est plus que ça, parce qu'il est tout le temps en train de parler de sa condition de victime. Lui, lorsqu'il était enfant et lorsqu'il a grandi dans ce contexte familial, quand il parle des parents de la victime, il fait systématiquement référence au fait qu'il peut savoir ce que ces gens ressentent. Mais Maître David, la victime, c'est Cynthia ou c'est lui, dans son récit ? Non. La victime, c'est Cynthia et ce sont les parents de Cynthia. Il ne fait aucun doute là-dessus. Mais il n'est pas question, pour Jean-Baptiste Rambla, qu'on puisse faire l'économie de ce passé. Ce passé, les parents de Cynthia ne veulent pas en entendre parler. Ce qu'ils veulent, eux, c'est une explication à ce geste fou. Pourquoi vous coupez ma fille comme ça? Morceau, on dirait un mouton. Pourquoi? Il est assassin. Pourquoi il a fait ma fille comme ça, ma fille unique? Pourquoi? Oh Dieu, Seigneur, pourquoi? Quelle douleur! Tandis que l'instruction se poursuit, Jean-Baptiste Rambla continue de se réfugier derrière le fantôme de Christian Ranucci. Comme prisonnier à jamais de son ombre.